L'argent et le haut potentiel, est-ce que ça fait bon ménage? C'est toute une question qui est pas toujours, évidente pour tous, puisque nous avons tous un rapport à l'argent qui n'est pas le même, qui peut être influencé par notre éducation, par nos émotions, par tout le côté effectivement relationnel. Pour certains, l'argent, c'est quelque chose de génial, pour d'autres, c'est quelque chose de, qui n'est pas OK, hein, qui, nous dissocie même parfois d'une certaine spiritualité pour, certaines personnes. C'est pas toujours évident justement et donc j'ai invité aujourd'hui j'ai repris une vidéo plutôt de, Christian Junod, qui fait partie des pépites du Congrès de Rouen. C'est Christian Junod va répondre à toutes ces questions et vous donner des pistes justement pour que, vous puissiez pacifier votre relation à l'argent pour, pouvoir avancer, dans une direction qui vous convienne, tout en étant à nouveau amis avec, cet argent. Alors, je pense que bien tout naturellement, une première question qui vient, hein, c'est, est-ce qu'il y a une spécificité du haut potentiel face à l'argent? Qu'est-ce que tu as envie de nous répondre à ça? Oui. Alors, j'ai pas une réponse définitive là-dessus, par rapport à ça. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il y a surtout beaucoup de points communs avec l'ensemble de la population. En tout cas, ce que j'ai pu voir à travers les questionnements qu'il y avait via le groupe Facebook, c'est des questions que je rencontre régulièrement. Mmh. Après, je pense que les choses sont certainement exacerbées. Ces aspects-là sont exacerbés pour les hauts potentiels du fait de leur sensibilité particulière. Ouais. Oui, je pense également, hein, et je pense que c'est important de le préciser ici. Pour moi, les hauts potentiels n'ont pas des problématiques spécifiques, en tout cas différentes de monsieur et madame tout le monde, de tout un chacun. Mais par contre, c'est le cumul, hein, c'est le cumul de ce que j'appelle les zones d'ombre qui peuvent effectivement faire que c'est exponentiel dans notre manière de vivre les choses. Mhm. OK. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité du haut potentiel et l'injustice que l'argent peut engendrer? Alors oui, oui, alors sans aucun doute, c'est-à-dire que tu parlais des zones d'ombre et de la sensibilité. Chaque fois que l'on a une blessure d'injustice, et nous sommes nombreux dans notre société à avoir cette blessure-là, en tout cas parmi les 5 blessures dont Lise Bourbeau parle dans ses livres, ça veut dire que chaque fois que je verrai quelque chose qui me semble injuste, il y a quelque chose qui va se réveiller en moi. Certains vont partir en colère, en tristesse, faire différentes choses, mais ça va réveiller des émotions. Et le piège qu'il y a là derrière, c'est que si effectivement je pense que l'argent est une source d'injustice, ou que je vois l'argent comme tel, ce qui pour moi n'est pas ma croyance, mais en tout cas si c'est la perception que certains peuvent avoir, ils auront tellement peur de passer pour injustes eux-mêmes, puisque quand on a une blessure d'injustice, c'est insupportable de passer pour injuste aux yeux des autres, que je vois de nombreuses personnes qui vont faire des prix bas, qui ne vont pas oser poser un prix qui correspond à la valeur réelle de ce qu'ils font, par peur de passer pour injuste. Donc, autrement dit, le piège, c'est qu'ils sont prêts à être injustes avec eux-mêmes pour ne pas passer pour injustes aux yeux des autres. Ce qui est déjà une forme d'injustice pour moi. Alors, une autre question, comment vaincre ces résistances face à l'argent alors qu'on a déjà travaillé sur le sujet? Mhm. Alors, bon, le thème de la relation à l'argent est un thème extrêmement complexe, puisqu'il vient nous rencontrer au plus profond de qui nous sommes, et on le voit à travers les questions, c'est la place que je me donne dans la société, mais même dans ma famille, c'est la valeur que je me donne, donc l'estime de moi, c'est le droit à l'existence, en tout cas vraiment ça, la peur de la mort, souvent, c'est souvent ça que je rencontre. Donc, ouais, tu vois, on est vraiment dans du plus profond, du plus profond. Donc, on peut avoir travaillé sa relation à l'argent et c'est encore et encore et encore, ça demande des pas suivants. En tant qu'expert et quelqu'un qui était bourré de peur, alors je gagnais beaucoup, et je peux vraiment dire que j'ai beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent et c'est pas pour autant que c'est définitivement terminé. De la même manière que la gestion des émotions, je peux travailler sur ma gestion des émotions et je ne suis pas au bout de la chose. Ouais. Donc, moi, c'est encore un pas et un pas. Donc, comment je peux être toujours plus tranquille, plus serein avec l'argent, comme de la même manière, comment je peux être toujours plus en capacité de gérer mes émotions, de les accueillir mieux. La même chose. Donc, c'est un peu comme des paliers, hein. Donc, ce que Oui, tu dis, on peut dire ça, c'est une marche à la fois. Et peut-être oui, parfois on va en passer deux, parfois on va rester plus sur une, mais c'est important de pouvoir s'accueillir dans cet aspect-là des choses également. oui,
absolument, tout à fait, absolument, c'est vraiment ça. Alors, pourquoi, pour certaines personnes en tout cas, est-il plus difficile de donner que de recevoir? Est-ce qu'on est de l'ordre de l'éducation, de croyances limitantes? Et puis surtout, comment on peut changer ça selon toi? Alors là, c'est effectivement un vaste thème parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Il y a différentes raisons. Une des premières raisons, c'est que la plupart du temps, on nous a appris à donner plutôt qu'à recevoir, hein, à se donner pour les autres. Ça peut être à travers l'instruction religieuse, mais l'instruction familiale, hein, la notion d'égoïsme, quelque chose qui est très mal vu. Il faut se donner pour les autres et puis pas trop penser à soi. Il y a quand même eu aussi quelques générations qui, c'était plutôt ça qu'on nous disait déjà. Donc, c'est quelque chose qui est comme inné et c'est peut-être même les exemples que nous avons vus. Mais il y a autre chose qui est extrêmement important et que je rencontre très, très souvent. En général, la moitié des personnes sont concernées par cela. C'est ce que j'appellerais les symptômes de l'enfant non désiré. Enfant non désiré, il y a deux manières de l'être. Soit à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là, même si on était très heureux plus tard. Ou au moment de la naissance, un ou les deux parents ne désiraient pas un enfant de ce sexe-là. Je peux te dire, dans mes ateliers, c'est au moins la moitié des personnes. Bon, je ne sais pas Ok, si oui. je sais pas si ces gens-là viennent plus dans les ateliers que les autres, je sais pas, mais en tout cas, c'était mon cas aussi. Et en fait, c'est celui qui m'a enseigné le fruit de ses recherches, qui m'a montré ça. J'ai vraiment pu continuer ces recherches et voir à quel point il y a du sens. Quand nous ne sommes pas désirés, même si nous ne le savons pas avec la tête, nous le savons à un autre niveau. Et nous allons encoder, engrammer, puisque je ne suis pas désiré pleinement, je ne mérite pas la vie. Et puisque je ne mérite pas la vie, je vais devoir en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour montrer que je mérite d'être en vie en tant que garçon comme moi, puisque j'étais prévu comme une fille et désiré comme une fille, ou en tant qu'enfant parce que je n'étais pas prévu au programme, par exemple. Donc, des gens qui vont faire beaucoup, beaucoup et qui ont une grande, grande facilité à donner du soutien, hein, à donner même parfois avec l'argent, même parfois donner au niveau de l'intimité et qui ont une grande difficulté à recevoir. Difficulté à recevoir du soutien, on pense qu'on doit se débrouiller tout seul. Difficulté à recevoir du soutien financier également et même difficulté à recevoir au niveau de l'intimité. Donc, c'est comme si on pensait qu'on ne méritait la vie qu'en donnant et qu'on n'avait pas le droit de recevoir. C'est inconscient, c'est subtil, mais je peux te dire que c'est très, très courant. Oui. Donc, donc là, bon, on ne va pas le faire là parce qu'il y a deux processus, je dirais, à mettre en place pour réconcilier cette notion d'enfant non désiré pour arriver à se percevoir comme un cadeau de la vie, indépendamment du fait qu'on ait été désiré ou pas, pour sortir de cette histoire, sortir de ce schéma qui nous poursuit parfois toute notre vie pour certains. Oui, et c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis par rapport à la thématique du haut potentiel, puisqu'il y a très souvent ce sentiment de décalage. Et hormis le fait, donc toi tu mets bien en avant non désiré par les parents, c'est ça que j'ai compris. Un ou les deux parents. Oui, ok. Et on pourrait peut-être considérer, c'est une hypothèse, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que d'autant plus quand on ne se retrouve pas intégré dans la vie parce qu'on se sent différent, on se sent en décalage, et donc ça pourrait potentiellement renforcer ce sentiment de ne pas être désiré. Oui. Ça fait sens pour toi dans ce que… Oui, en tout cas, c'est dans l'ordre du possible, absolument. À chaque fois, quelqu'un nous dit, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de gagner de l'argent, je me suis mis des bâtons dans les roues. Et là, le syndrome de l'imposteur qu'on retrouve très souvent dans la thématique du haut potentiel a crié très, très fort. Ouais. Alors, en relation à l'argent et le syndrome de l'imposteur, Christian. Alors, peut-être avant d'entrer sur le syndrome de l'imposteur, j'aimerais amener autre chose encore qui, pour moi, est sous-jacent à cette question-là. C'est-à-dire que, je n'ai pas parlé, mais inconsciemment, nous projetons tous quelque chose sur l'argent. C'est-à-dire que certains vont projeter leur sécurité, leur liberté, leur autonomie, leur indépendance et autres, ou leur confort de vie. D'autres vont y projeter sur l'argent, on en a parlé tout à l'heure, l'argent c'est l'injustice, l'argent c'est sale, l'argent est une source de conflit ou est une source de problème. Voilà, l'argent c'est pour je sais pas, les égoïstes ou je ne sais quoi. Donc si tu veux, comme c'est inconscient, en fait, le piège, c'est que nous savons, et comme c'est un non-thème, la relation à l'argent, puisqu'on n'en parle pas dans nos sociétés européennes, en tout cas francophones européennes, comme un thème très tabou, en fait, le piège, c'est que la source de nos comportements avec l'argent n'est pas l'argent lui-même, c'est notre projection. C'est-à-dire que si je pense que l'argent, c'est la sécurité, c'est la liberté, je vais vouloir accumuler de l'argent
en pensant que je serais plus sécure, plus libre avec beaucoup d'argent qu'avec peu d'argent. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que ça vient compenser un manque de sécurité intérieure, un manque de liberté intérieure, de faire de ce qui est bon pour moi. J'ai fonctionné comme ça pendant 40 ans, en cherchant ma sécurité à l'extérieur sur l'argent, et ça ne marche pas du tout. Et même pour les millionnaires, ça ne marche pas, je peux vous le dire aussi. Oui, tu donnais cet exemple hein, que tu avais eu des clients qui avaient vraiment beaucoup d'argent et quand ils perdaient un petit peu en bourse, si je me rappelle bien, c'était la catastrophe, alors que d'un point de vue réaliste, il y en a encore plein. Voilà, tout à fait. Donc, les comportements de l'argent peuvent être extrêmement irrationnels. Ça, je l'ai vraiment vécu, même avec ceux qui en avaient beaucoup. Donc, simplement, après, il y a tous ceux qui ont des projections négatives sur l'argent, même inconscientes, encore une fois, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'on a entendu à la maison, de différentes choses. Et ces personnes-là, inconsciemment, elles vont plutôt prendre leur distance avec l'argent. C'est-à-dire que, puisque dans leur perception, l'argent est quelque chose de pas bien, je ne vais pas attirer de l'argent autant que je pourrais, si on veut. Et ça veut dire que je vais ou pas attirer autant d'argent que je pourrais, ou si j'en ai, je vais attirer des situations où l'argent va foutre le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Soit à travers des événements douloureux, enfin des gens qui disent c'est incroyable, dès que j'ai un peu d'argent, il y a une tuile qui m'arrive et l'argent va foutre le camp, mais pas pour de l'argent plaisir, tu vois, d'argent obligation. Et il y a des personnes également qui vont attirer d'autres personnes dans leur vie qui vont se charger de dilapider l'argent à leur place, qui vont les rouler, qui vont les manipuler, qui peuvent être des proches, des couples, ou des gens extérieurs, des commerciaux et autres, qui vont leur laisser croire des choses formidables. Et finalement, ils vont se faire rouler parce que derrière, c'est pas sérieux, si on veut. Donc, si je vous explique tout ça, c'est que je pense que cette personne qui donne cette question-là, elle est plutôt de cette situation où je garde l'argent à distance. C'est-à-dire, au moment où je pourrais avoir plus d'argent, il y a des gens qui me disent c'est incroyable, chaque fois que j'ai une situation, genre une situation qui pouvait s'améliorer, j'ai quitté cet emploi-là, j'ai pas voulu, j'ai trouvé plein de bonnes raisons pour ne pas accepter cette situation, je pouvais avoir plus d'argent. Donc, on voit bien quelque chose d'inconscient qui se joue, qui est plus subtil, si on veut. C'est vraiment ça l'invitation, c'est d'aller voir ça. Donc, pour cette personne, certainement que inconsciemment, une perception de l'argent est quelque chose de pas bien et inconsciemment, je vais le garder à distance, le repousser quand je pourrais en avoir un peu plus. Donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça. Après, effectivement, cette notion d'imposteur qui est sorti très souvent, imposteur illégitime et tout ça. Alors, c'est sûr que si on propose une augmentation de salaire, il y a des personnes qui disent oui, mais si j'augmente mes prix, ça va me donner plus de pression de devoir mettre quelque chose en contrepartie. Et si c'est difficile pour moi à gérer cette pression-là, si effectivement c'est trop de stress pour moi, je vais préférer consciemment ou inconsciemment éviter de me mettre dans cette situation-là. Et je vais garder les prix bas. Je ne vais pas accepter, par exemple, un poste plus important ou une augmentation de salaire parce que j'ai l'impression qu'on attendra plus de moi. Et, tu vois, et je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à être conscient de ça quand on voit que ça arrive de ces manières-là. Après, tout ce qui est notion d'imposteur et notion de légitimité, on revient sur des notions de place dans la fratrie également, on revient sur des questions d'enfants désirés ou pas désirés, et particulièrement pour des personnes qui ont été effectivement au potentiel, qui ont eu beaucoup de peine parfois à trouver leur place à l'école, principalement à l'école, parce que j'avais une manière de fonctionner différente, je raisonnais différemment, je voyais les choses autrement, je les expliquais autrement. Ça peut avoir été douloureux. Mais il est bien possible que cette question, cette difficulté-là, elle a déjà été visible même avant d'aller à l'école pour certains. Et que je ne me considère pas comme HP, mais en tout cas, moi, trouver ma place, pour moi qui était attendue comme une fille, qui est venue comme un garçon, donc je n'ai pas été accueilli à bras ouverts. Donc, à partir de là, trouver ma place a toujours été la difficulté de ma vie, quoi. Partout où j'allais, j'essayais de trouver une place pour moi, j'essayais de m'adapter aux autres parce que c'était tellement important de trouver une place à l'extérieur, là où je n'avais pas à trouver dans ma famille, par exemple. Donc vraiment, ce complexe-là, on peut vraiment le rencontrer de plein de manières différentes, ce qui fait que, mais ça vient effectivement déjà de ces endroits-là, et c'est comment est-ce que j'arrive à m'autoriser à accueillir l'imposteur en moi, à accueillir l'illégitime en moi. Parce qu'il y a 10 000 manières, on peut se sentir imposteur. Je prends un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai fait du foot.
Le jour où on m'a pris en première équipe, j'avais 17 ans, les autres en avaient 20, 25, 30, je me sentais imposteur. On m'a choisi pour mes qualités, mais au fond de moi, je me disais non, c'est pas ma place, je suis trop jeune, j'ai pas la même expérience. On peut tous se trouver plein de raisons, alors qu'au fond, quand j'accueille l'imposteur en moi, je peux dire oui, je suis plus jeune, oui, j'ai moins d'expérience, mais quelle opportunité formidable d'aller me frotter à ces gens-là. Hein, à un moment donné, quelle opportunité formidable que j'ai d'aller, même avec des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui ont plus de titres, des gens qui ont plus de ci, parce que je vais apprendre et j'aurai sans doute une couleur différente à leur amener aussi et qui pourront également apprendre. Pour pouvoir faire bon ménage avec l'argent, hein, Mhm. si enfin, on résume, si tu as 3 conseils à donner, 3 clés à donner à nos orateurs, à nos auditeurs, pardon, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Oui. La première clé, ça serait de prendre pendant un certain temps, de prendre l'habitude de noter mes comportements chaque fois, mes comportements et mes pensées chaque fois qu'il s'agit d'argent. Parce que je peux vous garantir que, à moins que vous soyez en vacances dans le désert, chaque jour, il y a des moments, il y a des histoires d'argent qui vont sortir. Que ce soit même qu'une simple consommation, que ce soit au moment du repas, de midi, du déjeuner, quel menu je prends, qu'est-ce que je choisis, et vraiment d'observer ces fonctionnements, ces pensées qui viennent, qui fait que est-ce que je m'autorise, je me donne de la valeur ou pas. Donc vraiment prendre quelques temps, noter pour voir les choses récurrentes qui sortent. Parce que là, vous allez voir, il y aura beaucoup, beaucoup de surprises possibles et vous allez commencer à mieux comprendre votre fonctionnement. Donc, on cherche des prises de conscience par Oui, rapport à l'observation. Hein. oui. Parce qu'encore une fois, comme on ne parle pas de ce genre de choses-là, c'est à nous de faire le job, j'ai envie de dire, pour aller mettre la prise de conscience là-dessus. Une deuxième clé que je vous propose, c'est que chaque fois qu'il y a des tensions, qu'il y a du stress avec l'argent, ou que j'ai envie d'aller consommer plus que nécessaire, je sens qu'il y a comme une fièvre acheteuse, comme j'appelle ça, ou effectivement que il commence à y avoir du stress parce que d'un coup, je suis pas sûr qu'il y a assez, enfin, je me fais des films sur une situation future, c'est vraiment chaque fois de s'inviter à s'arrêter, à respirer, à revenir dans le moment présent et à se reconnecter. Moi, j'ai la chance d'avoir la nature autour de moi. La nature m'y aide beaucoup. À plus grand que soi, chacun mettra les mots qu'il veut. En tout cas, moi, j'appelle la confiance en la vie à plus grand que moi. Voilà, à s'arrêter, à se reconnecter et juste à revenir à l'instant présent, à aller voir comment je me sens là maintenant et se poser. Parce que à partir de là, l'action qui va découler de ça sera différente que si je reste dans une forme de stress ou d'agitation ou de mal-être en quelque sorte. Donc on s'ancre en fait, c'est ça. Hein, Oui, c'est l'idée de revenir à soi, de s'ancrer. Et ce que je trouve particulièrement important dans ce que tu amènes, c'est que en s'ancrant, on permet par la suite de pas être dans la fuite, mais bien de prendre les bonnes décisions oui. hein, et d'avancer. Ok. Mais de pas laisser effectivement ou le stress ou la peur être le Mhm. moteur de mes décisions. Ouais. L'émotion à ce moment-là, de revenir vraiment là, d'ancrage, c'est On vraiment revient à soi. voilà, tout à Ok. fait. Et puis une troisième clé qui sera utile aussi pour tous ceux qui voudront faire travailler la déloyauté, c'est justement d'aller prendre un peu de temps pour aller voir qu'est-ce qui se disait dans ma famille sur les riches, sur les pauvres, sur le travail, sur le fait d'avoir de l'argent ou pas. Quels ont été les messages véhiculés de manière parfois explicite, parfois de manière subtile. Et aussi de voir jusqu'où de ma famille, je prends uniquement parents et grands-parents de chaque côté, les gens se sont autorisés à vivre pleinement leur vie ou pas. Voilà. Oui. Et vraiment dans l'idée d'aller voir est-ce que je porterai l'une ou l'autre de ces choses-là maintenant pour pouvoir les dénouer par la suite. Donc, c'est aussi de l'observation de la manière dont ils ont géré leur argent, dont ils ont vécu, profité Oui, de la vie, etc. C'est pas tout à fait. forcément dans l'expression verbale des choses. Oui, vraiment au sens large, absolument, comme tu le dis, absolument au sens large, comme tu l'expliques très bien. Oui. Et j'imagine que même quand on utilise l'humour, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Bien sûr, oui. Alors vraiment, et pas dans l'idée d'aller juger qui que ce soit, d'aller, voilà. Mais simplement d'aller un peu mieux comprendre d'où je viens et pour pouvoir effectivement faire des choix en conscience. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse avec respect et bienveillance. Mhm. Mhm. Merci Christian pour cette interview, cet entretien très très intéressant.
Si vous avez apprécié cette vidéo, bien, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!